la traite négrière entre mémoire et histoire. Alors nous voulons vous redire notre reconnaissance pour votre présence parmi nous. Vous savez, quand quelqu'un a eu le bonheur de s'introduire, comme je l'ai fait dans le débat, et d'être accepté, c'est toujours pour lui presque un honneur que d'être invité. Il se félicite de pouvoir participer à des débats. Donc c'est plutôt moi qui vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion de m'exprimer encore une fois de plus, parce que non seulement j'ai envie de défendre ce que je défends, mais en plus je suis bavard. Alors vous imaginez, quand on me donne le micro, évidemment, je l'accueille toujours avec beaucoup de bonheur. Donc esclavage entre mémoire et histoire. Daniel Maximin a terminé avec une phrase de Frantz Fanon: le nègre n'est pas plus que le blanc. Et je pense que c'est cette perspective qui m'anime depuis toujours. Et pour ceux qui ont lu ou ont vu mon deuxième livre, Au-delà du noir et du blanc, c'est tout simplement cette citation de Fanon, qui effectivement est un peu la ligne directrice de ce travail. Et par la suite de ce que j'ai continué à faire, parce que je suis toujours très triste de voir la place qu'on réserve à cet homme, parce que s'il ne fût-ce que sa conclusion, plutôt que d'apprendre Sartre en disant qu'on parle de Fanon, parce qu'effectivement Fanon n'est connu que par rapport à la préface que Sartre a faite de Peau noire, masque blanc, et là c'est extrêmement regrettable, c'est totalement regrettable. Le hasard du destin qui veut que l'homme propose, que Dieu dispose, a voulu que quand Fanon voulait effectivement contester cette approche sartrienne de la violence, de sa pensée, il a dit: quand je rentrerai d'Amérique, eh ben, je demanderai à Maspero de tout changer. Malheureusement, comme nous le savons tous, il est mort en Amérique. Et plutôt que de savoir que le livre culte, c'est Peau noire, masque blanc et puis Les damnés de la terre, on a totalement confondu. On a pensé que que Fanon faisait l'apologie de la violence, comme Sartre n'a eu de cesse de le faire croire. Donc, je suis vraiment très, très proche des idées de Fanon, et c'est un peu à travers lui que j'ai appris effectivement que le noir n'existait pas, le blanc non plus, et comme nous le verrons un peu plus loin, qu'il y a un fondement réel de la mémoire, alors que l'histoire revendique une certaine universalité. J'insiste beaucoup sur mon attachement aux Antilles, parce que pour ceux qui m'ont lu, par exemple, ils ont vu que je cite très peu les auteurs africains, et je cite beaucoup les auteurs antillais, que ce soit Guy Tyrolien, que ce soit Césaire, et si je cite Senghor, c'est justement par rapport à cette approche césarienne, que ce soit Frantz Fanon, cela va sans dire, que ce soit même René Maran, qui est toujours de cette région-là. Je cite beaucoup moins que Tchèque Hamidou Kane, ou bien Tchèque Anta Diop, ou bien même Amadou Ampateba, qui pourtant sont des grands penseurs, mais dont je pense que la pensée, soit alors elle s'inscrit dans une espèce d'obsolescence de la pensée, mais ce qui ne lui exclut pas une certaine universalité, soit alors elle est un peu trop figée dans un regard qui n'a pas l'universalité de Fanon ou de Césaire, mais qui a plutôt effectivement une espèce de retour vers un passé qui est mythologique et qui est fort, mais qui effectivement ne peut en rien expliquer les propos qui sont les miens. Pour ma part, je définis l'histoire en prenant tout simplement la définition des autres, je ne suis pas historien pour un sou, comme la relation du passé, une relation relatée, une relation du passé qui se veut objective. L'histoire, donc, c'est la relation du passé qui se veut objective, mais évidemment avec les limites de l'objectivité. Et si bien qu'on débouche à quoi? On débouche à ce que l'histoire, généralement, elle est partielle, et elle est globalisante. Ça, ce n'est pas du tout une faute, mais c'est tout simplement parce que l'histoire, effectivement, s'inscrit dans un temps et dans un espace, et à partir de là, on ne peut plus faire la part, entre guillemets, de qui était qui et qui a réellement fait quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, quand j'entends, par exemple, aujourd'hui, tous les Africains pensaient qu'ils ont été esclavagisés, ou bien qu'ils ont tous été colonisés, ou que tous les Blancs ont été esclavagistes, les Blancs eux-mêmes d'ailleurs pensant que tous ont chacun un ancêtre esclavagiste. Parfois, à mes amis blancs, je dis: arrêtez de vous vanter.
Toi, tu t'appelles le vilain, ça signifie que quand les autres esclavagisaient, toi aussi, tu allais construire les châteaux pour les autres, que tu n'étais qu'un vilain, entre guillemets, c'est-à-dire un paysan. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, quand j'entends un enfant me dire je porte 400 ans d'histoire derrière moi, alors qu'il est né à Lyon et qu'il est en faculté de droit, je lui dis tu portes 20 ans, c'est déjà assez lourd. Donc voilà comment est-ce que l'histoire qui est celle qui est un passé, ça devient globalisant. Et je faisais une conférence un jour dans un lycée et un enfant blanc me dit, quand j'ai eu fini de parler, me dit, Monsieur Kelman, je suis vraiment très content de ce que vous dites, est-ce que je peux vous contacter? Je lui donne mon email et il m'écrit en me disant, Monsieur Kelman, merci, j'aurais tellement voulu intervenir, sauf que mes amis noirs m'auraient dit, tu ne peux pas comprendre, c'est vous qui nous avez fait ça. Alors vous voyez, ils ont 16 ans. Ils sont nés à Courcouronne, ils ont fait la même maternelle, la même école primaire, mais nous, les adultes, nous avons divisé en deux la mer Rouge, nous avons mis les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et on a des enfants de 16 ans qui ont esclavagisé et des enfants de 16 ans, de 20 ans qui portent 400 ans d'histoire derrière le dos parce qu'ils sont des descendants d'esclaves. Et c'est vrai que je me pose parfois la question, au fait, on sera descendants d'esclaves combien de temps? Il faudrait bien qu'on sache, parce que moi, je veux dire à mes enfants, je veux dire que tes copains antillais, ils vont continuer à être descendants d'esclaves pendant 20 ans, 30 ans. Après, réveille-les, dis-leur que c'est fini. Mais je suis très heureux quand j'entends le discours d'un Daniel Maximin qui, effectivement, est totalement tourné vers l'avenir et qui, effectivement, revendique son appartenance à 4 continents et non son appartenance à une unité de malheur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureux quand j'entendais Daniel répéter ce qu'il dit si souvent et que j'ai si souvent entendu. Donc voilà comment est-ce que l'histoire se présente et comment est-ce qu'elle pervertit totalement le regard qu'on peut se poser les uns sur les autres. Et je pense que notre histoire ne peut être que de déconstruire cette histoire et de la remettre à sa place. Et si bien que Frantz Fanon a eu des cesse de dire « Je ne suis pas esclave de l'histoire, je n'y cherche pas un sens à ma destinée. » Je ne suis pas esclave de l'histoire, je n'y cherche pas un sens à ma destinée. Et on nous a convaincus de toute éternité qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Une fois qu'on l'a dit, on reste debout sur place et puis bon, parce que devant, c'est pas derrière, hein. Devant, c'est devant. Et quand on sait d'où on vient, je ne sais pas du tout en quoi cela m'ouvre les perspectives immédiates, sans aucune analyse, d'où on va. Je prends des exemples. Les Américains, franchement, 300 ans plus loin, ne savent pas du tout où ils viennent. Les Noirs africains, sincèrement, depuis Lucie, ils savent d'où ils viennent. Mais aujourd'hui, il y en a un qui sait où il va, il veut dominer le monde. Il y en a un qui ne sait pas trop où il va, il se laisse dominer par le monde. Alors je dis que je pense que tous ces raccourcis, tous ces lieux communs qui vous empêchent de comprendre que les perspectives sont devant et de penser qu'effectivement, nous devons rester prisonniers de l'histoire. Frantz Fanon nous a dit, je ne suis pas prisonnier de l'histoire, je n'y trouve pas un sens à ma destinée. Et quand on a donc vu à quel point l'histoire doit être prise avec des pincettes, parce qu'elle est partielle, et globalisante, on se pose la question, mais comment donc s'approprier un espace de réflexion, comment donc s'approprier une réflexion qui est inévitable? Parce qu'effectivement, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu bien d'autres choses. Mais comment faire aujourd'hui pour qu'on puisse en parler sans ressentir sur le dos les stigmates ou les cicatrices que d'autres auraient pris comme coup, ou bien alors ressentir sur le visage le rictus que d'autres auraient porté en regardant les Noirs? Moi, je pense qu'il y a la mémoire. Et c'est là que je fais intervenir la mémoire. La mémoire est une construction a posteriori. La mémoire est une construction a posteriori qui, premièrement, s'inscrit sur un territoire. La mémoire s'inscrit forcément sur un territoire. Et pour ceux qui ont dit Frantz Fanon, que ce soit Peau noire, masque blanc, que ce soit Les damnés de la terre, ils n'arrêtent pas de revenir sur le thème justement de la culture, de l'histoire, de la nation. Et il a dit si souvent, je suis français. Frantz Fanon a toujours répété, je suis français. Le noir n'est pas plus que le blanc, mais je suis français. Et on se souvient à quel point il était tellement français qu'il est parti se battre, à 17 ans d'ailleurs, en fuyant les Antilles pétainistes pour aller rejoindre les îles anglo-saxonnes et aller se battre. La première fois, d'ailleurs, on l'a refoulé parce qu'il était trop jeune. Il est reparti la deuxième fois sans que ses parents le sachent d'ailleurs. Et il est parti se battre. Et malgré le racisme qu'il a trouvé sur les champs de bataille, il n'a jamais dévié de son axe humaniste. Il a toujours dit, celui qui attend de moi un
si je pousse un cri, pardon, il ne sera point nègre, parce que le cri n'a pas de couleur. Le cri est le cri de souffrance, et c'est pour cela qu'il est parti se battre ensuite avec les Algériens, jamais avec les Noirs d'ailleurs, parce que ça n'a pas de sens. Il ne s'est pas retrouvé en condition de se battre avec les Noirs, mais il s'est battu avec ceux qui avaient besoin qu'ils se battent avec eux, avec ceux dont il vivait la condition. Donc pour moi, la mémoire s'inscrit sur un territoire. Et c'est ensemble qu'on essaye de la construire. C'est une construction permanente. Et pour nous, aujourd'hui, la mémoire ne peut s'inscrire que sur le territoire français. Et ça me ramène au moment que nous vivons à cet instant précis, avec le 10 mai, qui est la date de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est très important. Si ça avait été la commémoration de l'esclavage, je vous assure que vous ne m'auriez jamais vu à cette saloperie-là. La commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est dynamique, c'est positif. Ça signifie le combat. Et ça réunit tout le monde dans le même combat, de Delgrès à Schœlcher, en passant par tous les autres. Mon plus grand bonheur a été de découvrir le village de Champagny, en Haute-Saône. C'est un village, à l'époque, qui avait 440 foyers, comme on disait. Et pendant qu'effectivement l'intelligentsia, la religion et l'économie occidentale étaient totalement acquis aux thèses, je veux dire, racistes et déshumanisantes, esclavagistes, ce petit village avait déjà vu un noir. Un seul, pas deux. Mais c'est le village qui s'est levé pour écrire dans ce cahier de doléances l'article 29 qui disait « Nous demandons au roi d'abolir l'esclavage. Nos enfants auront honte de nous s'ils savent que nous avons seulement consommé de la nourriture arrosée par le sang de nos frères humains. » Je vous assure qu'en 1789, il fallait entendre ça de totos analphabètes qui n'avaient jamais été à l'école. Et je vous disais qu'ils avaient vu un noir dans leur vie. C'était qui ? C'était le roi mage. C'était l'un des rois mages, parce que c'est à l'église que tout se passait d'ailleurs. Il n'en connaissait pas deux, mais un nobliau qui faisait un peu les salons de Paris est venu leur dire, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose. Oh, ils n'en revenaient pas. Que des gens, ils ont dit, nos descendants auront honte de nous. Et bon, ils ont mis dans leur cahier de doléances le fait qu'ils demandaient au roi de libérer leurs frères noirs. Leurs frères noirs. Donc, à partir de là, on construit une mémoire sur un territoire, et notre territoire, c'est la nation. J'ai toujours dit que si le 10 mai était la mémoire des Noirs, eh bien, ce serait sans moi. Parce que si c'est la mémoire de l'esclavage, j'ai quelques chances de me retrouver du mauvais côté. Je peux plutôt avoir un grand-père qui a vendu quelqu'un, l'un de vôtres, si on peut ainsi parler. Alors moi, je ne me donnerai jamais le beau rôle d'être éventuellement celui qui a souffert et celui dont l'oncle a été amené par les méchants blancs et tout le reste. Donc la construction de la mémoire aujourd'hui ne peut s'inscrire que sur le territoire français. C'est la France qui est support de mémoire, de commémoration de la lutte contre l'esclavage, contre ce fléau. Je veux dire par là que si... Par exemple, nous commémorons la colonisation aussi, c'est parce qu'à un moment donné, des Blancs et des Noirs ont fait une mauvaise rencontre et qu'il y a eu des tas de saloperies qui en ont germé. Mais si il y a eu une guerre entre les Algériens et les Marocains, entre les Camerounais et les Congolais, on ne va pas commémorer la mémoire de ces guerres en France parce qu'il y aurait des descendants de Camerounais et de Congolais ou bien d'Algériens et de Marocains en France. Donc c'est parce que nous qui sommes aujourd'hui en France, nous nous sommes retrouvés à un moment donné à la rencontre d'une histoire qui a souillé nos ancêtres. Et que nous ne devrions pas porter comme une croix, mais comme une trace mémorielle qui nous permette à nous de dire plus jamais ça, à nous de nous mettre plus en garde et d'être plus sur nos gardes. Donc, la commémoration, la mémoire n'a de sens que si elle s'inscrit sur le territoire national. Et Frantz Fanon en a eu de cesse de dire aux Noirs africains, construisez des nations, ne rentrez pas dans le fantasme de la négrité parce que le nègre n'existe pas. Chaque fois qu'un Noir se définit comme nègre, il entre dans un dictionnaire écrit par le blanc et pour le blanc. Parce que comme le disait Daniel Maximin, un jour on a inventé une race noire. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'avec la colonisation, il y a eu deux races, la race blanche et les hommes de couleur. Ce qui veut dire que le Chinois, Gaston Kellman, c'était exactement la même chose, taillable, corvéable à merci. Et on a eu donc le dominant et le dominé.
Heureusement, vous avez peut-être remarqué, la race jaune a totalement disparu. Je ne sais donc pas pourquoi les Noirs continuent à être noirs, mais enfin, ça les regarde. Donc, je pense qu'il y a nécessité absolue d'inscrire la mémoire sur un territoire. Et le nôtre aujourd'hui est national. Et la première précaution, l'indispensable précaution, quand on parle, par exemple, de ce passé, c'est de dire, nous parlons en 2006 en tant qu'hommes libres et porteurs d'un même destin. Nous sommes aujourd'hui porteurs d'un même destin. Il n'y a pas de Noirs en France, il n'y a pas de Blancs en France. Il y en a malheureusement dans le regard de l'autre. Mais justement, notre travail est de déconstruire cette négrité et de déconstruire cette blanchitude qui ferait que je serais différent de toute éternité parce que j'ai une peau un tout petit peu plus mélaminée que la vôtre. Alors, bon, souvent pour rigoler, quand on me demande, Gaston, vous êtes d'où? J'ai dit, oui, je sais que je suis d'où, et alors? Parce qu'en France, c'est la question à 1000 balles. Et Frantz Fanon disait déjà, chaque fois qu'on vous demande d'où vous êtes, je vous assure, il le disait, chaque fois qu'on vous demande vous êtes d'où, cette enquête ethnologique permanente est une façon de vous dire de rester à votre place. Je ne vois pas en quoi je suis suspect d'être d'où. Je suis tout simplement là, ça devrait suffire à tout le monde. D'autant plus que mon camarade polonais qui est arrivé l'avant-veille en France, lui, il n'est jamais d'où, mais moi, je suis en permanence d'où. Et donc, voilà comment est-ce qu'on doit se désinscrire de cette histoire qui serait colorielle pour s'inscrire dans une mémoire qui serait sur un fondement qui serait la nation. Donc, la première précaution, quelle que soit la volonté que nous mettons à rappeler cette histoire pour qu'elle ne se produise plus, c'est peut-être d'avoir comme préalable qu'il n'y a plus de descendants d'esclaves, qu'il n'y a pas de descendants de colonisés, qu'il n'y a pas, moi je suis descendant de mon père tout simplement, qu'il n'y a pas de descendants de colonisateurs ou de descendants d'esclavagistes, parce que le jour où les Blancs vont commencer à revendiquer, moi je suis descendant d'esclavagistes, je vais vous dire, reprenez votre place de descendant d'esclaves, maintenant il y a des gens en face de vous. Mais tant que personne n'a plus la fierté de revendiquer la descendance esclavagiste, je ne comprends pas en quoi nous pouvons les uns et les autres continuer, d'ailleurs parfois à tort, revendiquer la descendance esclavagiste. Et c'est là qu'effectivement, soit nous nous battons pour que la mémoire soit celle-là qui nous unit comme Français pour avoir la même mémoire, ou alors justement il y a des risques de déni de mémoire, comme on l'observe parfois, et là je vais parler de l'Afrique noire par exemple, qui est dans un déni total de mémoire. En quoi moi, Gaston Kelman, je serais responsable de ce qu'un roi du Dahomey aurait fait au XIXe siècle ou au XVIIe siècle pour ne pas pouvoir dire aujourd'hui que les Noirs ont vendu les Noirs parce que je serais stigmatisé. Je ne vois pas en quoi je peux nier cette réalité humaine qui offusque mon semblable antillais, entre guillemets, qui est aujourd'hui mon compatriote français, ou alors tout simplement mon semblable humain, lui dénier et même parfois usurper un trauma qui est le sien, parce que je prétends qu'un petit navire venu avec 500 petits blancs a pu tromper un roi du Dahomey qui avait une armée de 200 000 personnes. Comment je peux construire mon fils aujourd'hui en lui disant le plus petit nombre de blancs qui venaient taper sur l'épaule du roi noir qui a 200 000 soldats, lui disait Bamboula, moi donnez-toi petit miroir et donnez-toi bouteille de gin, toi donnez-moi 10 000 esclaves. Comment pouvons-nous nous construire aujourd'hui dans une perspective comme celle-là et penser que le premier bateau qui venait pouvait tromper un empereur noir? Je vous interpelle, vous. Comment pouvez-vous penser cela? On s'est retrouvé devant un commerce d'une absurdité inouïe, mais qui n'avait rien d'autre qu'un commerce entre égaux. Il y avait un roi de France qui avait ses bateaux, qui les envoyait et qui faisait un négoce comme la veille. Il avait fait le négoce d'or, d'ivoire, d'ébène, et puis après, une nouvelle perspective se présente et c'est le négoce d'êtres humains. Et les Noirs vous disent, on nous a trompés, on ne savait pas. Oui, vraiment, les méchants blancs. Moi, je ne peux plus jamais me construire comme ça aujourd'hui. Je me construis en me disant, il y a une histoire. Je n'en suis ni l'héritier, ni quoi que ce soit. Des gens, pour prendre une perspective plus actuelle, Mobutu ne sera jamais mon frère. Il a beau être noir. Et quand un noir dans la rue me dit, frère, je dis, on se connaît quand?
Je ne suis pas supposé être le frère de tous les Noirs, comme je ne suis pas supposé être le responsable des turpitudes de Mobutu, de Bokassa, d'Idi Amin, de Mugabe, de toute cette série, parce qu'ils seraient noirs. Si vous pouvez, sincèrement, ce sera sans moi. Donc, à partir de là, nous pouvons construire notre mémoire d'Africains aujourd'hui et sortir de ce que j'appelle le mythe de Joseph. Vous voyez, j'ai parfois dit que si on demandait à Condoleezza Rice qu'est-ce que c'est que le Mali, elle dirait c'est le verlan de Lima. Parce qu'elle n'a rien à cirer de l'Afrique et vous n'avez jamais voulu vous poser la question pourquoi. Un jour, je discutais justement des réparations que les Africains étaient partis demander à Durban. Et quand j'ai dit, effectivement, que pensez-vous des réparations, j'ai cru qu'une vieille dame antillaise, 80 ans, allait me gifler. Elle m'a dit un mot ce jour-là que je n'oublierai jamais jusqu'à ma tombe. Vous voulez nous vendre une deuxième fois? Voilà ce que cette dame-là m'a dit un jour. Parce que l'Afrique noire est en total déni de la réalité historique, en total déni de la construction d'une mémoire, et qu'elle veut aujourd'hui même aller jusqu'à l'ignominie inimaginable de demander qu'on lui donne de l'argent pour du sang humain, même quand ça aurait été une approche unilatérale où le blanc seul aurait tort. Je ne vois pas comment on pourrait oublier de créer des mémoriaux pour ces gens qu'on aime tant en Afrique, et aller plutôt demander, parce qu'à part Gorée et puis peut-être quelque chose, la porte des esclaves au Dahomey, à Ouida, il n'y en a pas. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, on soit là à demander des réparations sonnantes et trébuchantes pour l'esclavage et ne pas être capable de construire un mémorial sur tous les ports de Douala. Ne pas être capable de dire à Joseph, vendu par ses frères, nous avons été dans une perspective ignoble, mais nous n'y sommes pas, tendons-nous la main et puis qu'ensemble, on ne se dise plus jamais ça. Donc, à partir de là, je dis, soit nous sommes dans une approche mémorielle qui est celle de la France où on dit on n'a pas été là-bas, nos ancêtres ont été des cons, on construit une mémoire, soit alors on continue à errer comme l'Afrique noire qui ne veut pas aujourd'hui rentrer dans une réalité de construction mémorielle. Alors, comme je l'ai dit, il y a effectivement un bâtardissement, comme on assiste aujourd'hui en Afrique, où on demande des réparations, où on ne veut pas reconnaître un fait historique avéré pour construire une mémoire pacifiante aujourd'hui. Et alors, on pousse les autres dans une espèce de déchirement, comme l'est aujourd'hui la diaspora, entre guillemets, noire des Antilles ou des Amériques, qui effectivement de moins en moins se reconnaît en cette Afrique-là qui n'en finit pas de ne pas leur donner la place qu'ils méritent dans leur cœur, c'est-à-dire reconnaître, construire une mémoire et puis éventuellement l'acter par des mémoriaux un peu partout sur le territoire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui et enfin exprimer justement mon admiration. Je vous ai dit au départ que j'aimais beaucoup citer les écrivains antillais parce que c'est eux qui sont dans une construction objective aujourd'hui et je vais dire d'avant-garde sur ce que nous devons devenir. Et j'admire énormément ce peuple qui, comme le disait si bien Daniel Maximin, dans l'adversité la plus totale, a tout construit à partir de zéro. Que ce soit une langue, que ce soit une religion, au moment où les langues disparaissent chaque jour, ils en ont construit une. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils se construisent en se reconnaissant non pas comme des descendants d'esclaves, mais comme les gens aux confins, à la confluence de 4 réalités. Le Colombo, je ne sais pas s'il est africain, mais pas tellement. Voilà le Colombo, voilà les gens de teinte qui sont totalement charmantes, voilà les gens de Madras, voilà les gens d'une musique qui est tout à fait la leur. Et voilà comment est-ce qu'un peuple s'est construit différemment des États-Unis, dont la logique était autre, et on le sait très bien, et comment est-ce qu'un peuple, au moment où les peuples disparaissent, et je n'imagine pas, chers amis, que vous puissiez encore revenir sur un rattachement viscéral à une Afrique qui représente, au bas mot, dans le meilleur des cas, juste un quart de votre appartenance. Soyez donc si heureux d'être ce que vous êtes avec votre créolité, et je vous assure que si je cherchais un territoire d'asile, je viendrai vous rejoindre. Merci.